Bonjour à tous et bienvenue au balado La Pause Santé Vitalité, l'endroit où on trouve des réponses à vos questions pour sensibiliser autour d'une bonne conversation. Je m'appelle Sarah Claveau et puis aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Annick Lamarche, coordonnatrice du programme d'immunisation en santé publique pour la zone Beau Séjour. Puis Annick, bienvenue chez nous. Merci de m'accueillir. Commençons maintenant par la période scolaire qu'on est présentement en train de vivre. Là. On va parler de vaccination, mais spécifiquement pour les écoles. Mais avant qu'on commence dans le sujet, pouvez-vous juste nous éclairer un peu sur comment ça fonctionne un vaccin? Eh bien, le vaccin, j'aime aussi dire que les maladies qui sont évitables par la vaccination, c'est des maladies qui sont quand même assez graves si on attrape cette maladie-là. Donc, il peut y avoir des complications, il peut y avoir aussi des hospitalisations qui résultent de ces complications-là. Puis, des fois, ça peut amener au décès. Donc, c'est quand même des maladies qui sont très sérieuses, on peut prévenir avec la vaccination. Donc, c'est bien. Puis, quand on parle d'un vaccin, un vaccin, c'est une petite quantité tellement minime, puis infime, puis purifiée de la bactérie ou du virus qui est, dans le fond, mort ou que le virus ou la bactérie est très affaiblie, tout dépendant du vaccin. Il y a les vaccins vivants, atténués, puis il y a les vaccins inactifs. Donc, la bactérie est morte ou elle est affaiblie dans le sens que quand la personne reçoit le vaccin, le corps c'est pas suffisant pour donner la maladie à la personne. Ça va pas donner la maladie. Qu'est-ce que ça va faire, par exemple? C'est que ça va envoyer un message au corps puis au système immunitaire qui nous protège de produire des anticorps, justement, de produire ces petits soldats-là qui vont se préparer à attaquer la maladie si jamais la personne allait en contact ou exposée à la maladie pour éviter qu'elle attrape la maladie. Et parce qu'on sait aussi que les vaccins ne sont pas efficaces à 100%, mais si la personne l'attrape, elle ne va pas être aussi malade que quelqu'un qui n'aurait pas pris le vaccin. Ou ça peut aussi prévenir justement des complications puis des hospitalisations si jamais elle attrape la maladie, même si elle a été immunisée. Donc, c'est dans le sens, c'est pour éviter de prendre la maladie, mais c'est aussi éviter de si que jamais qu'on l'attrape la maladie, qu'on va l'avoir moins fort qu'en n'étant pas vacciné. Quand on choisit d'être vacciné, on se protège soi-même parce que quand on prend le vaccin, c'est ça qu'on veut. On se protège nous-mêmes. On veut aussi que nos enfants soient protégés. On veut en les faisant vacciner. Qu'est-ce qu'on se rend pas tout le temps compte en faisant ce choix-là? C'est qu'on protège aussi les gens dans la communauté qui ne peuvent pas nécessairement se faire vacciner à cause qu'ils ont des contre-indications, des allergies ou les tout petits, les bébés qui sont trop jeunes pour recevoir les vaccins ou ils n'ont pas complété leur série vaccinale puis qui sont plus à risque pour ces maladies-là. Donc, on protège ces personnes vulnérables-là. Puis, il y a les personnes aussi qui sont atteintes de cancer, qu'on en a dans toutes nos familles. Leur système immunitaire est très affaibli. Leur réponse au vaccin n'est pas autant bonne que d'autres personnes ou qui ne peuvent pas recevoir le vaccin. Donc, on protège ces gens-là qui attrapent la maladie, vont être beaucoup plus malades. Donc, ça, c'est important au niveau de la vaccination, de comprendre qu'on fait un choix pour nous-mêmes, mais dans le fond, on protège aussi les gens de notre communauté qui sont un petit peu plus vulnérables que nous. Quand on choisit la vaccination, comme je dis, c'est un choix pour protéger notre communauté aussi, parce que plus qu'il y a de gens qui sont vaccinés dans la communauté, moins qu'il y a de chances de risque pour cette maladie-là de se propager dans la communauté. On appelle ça une immunité qui est collective. Donc, plus de gens vaccinés, moins qu'on a de risque d'avoir d'éclosion ou de gens qui sont justement vulnérables dans notre communauté qui vont l'attraper, la maladie, puis aussi moins de risques pour nous-mêmes aussi, qui sont les gens qui sont en bonne santé. Donc, si on comprend bien, c'est se vacciner, c'est pas seulement pour se protéger soi-même, mais c'est aussi pour protéger les autres. Protéger notre communauté en entier, dans le fond, parce que souvent, quand des maladies évitables par la vaccination, on peut prendre par exemple la rougeole, quand ça revient, puis qu'on voit que, souvent, ça peut arriver que c'est dans des communautés qu'il n'y a pas eu de vaccination, les gens voyagent,
Donc, il peut y avoir quand même une transmission qui se fait là, de cette façon-là. Tu sais, moi, j'aime tout le temps expliquer, puis là, peut-être que tu vas dire, ben, Annick, pourquoi t'expliques ça comme ça? Mais des fois, les gens aiment ça comprendre aussi d'une façon comme, quand on dit une immunité collective, ben, tu sais, pensons à une passoire avec des trous, ce que l'eau passe à travers de la passoire. Ben, le liquide, ça se trouve être la maladie dans le fond, OK? Les gens qui sont pas immunisés ou qui n'ont pas reçu leur vaccin, c'est les trous dans la passoire, dans le fond. Puis les personnes qui sont immunisées, c'est les trous qui sont bouchés. Donc, plus qu'il y a de trous bouchés dans ta passoire, moins qu'il y a de chance à la maladie, au liquide de passer à travers la passoire pour infecter les gens dans la communauté. Donc, c'est un petit exemple que j'aime dire pour pouvoir comprendre un petit peu comment ça fonctionne, l'immunité collective. Ben, c'est une bonne analogie, puis je pense que ça nous permet aussi de mieux comprendre tu sais, que le fait que ça prend juste quelques personnes qui ne sont pas vaccinées pour faire une éclosion ou contaminer d'autres personnes aussi. Une bonne partie d'une communauté, si on peut dire ça. Donc, on a parlé de vaccins, comment ça fonctionne. C'est un peu comme une armure pour les futurs virus ou microbes qui vont venir à notre portée. Mais maintenant, ça serait quoi les mythes les plus répandus qu'on entend à propos de la vaccination? Oui, puis souvent, au niveau des mythes, c'est de l'information qui circule, qui est préconçue, souvent pas basée non plus sur de l'information qui est vraie. Mais il y en a un que je peux mentionner en premier, c'est on pense souvent que la vaccination, c'est pour les tout-petits. Les gens vont dire, bon, on se fait pas vacciner parce qu'on n'a pas besoin de ça quand on est adulte, là, juste certains vaccins, mais les enfants, eux autres, ils ont besoin d'être vaccinés, puis on les vaccine tout petits. Mais c'est pas juste les enfants qui ont besoin de se faire vacciner. Tout au long de notre vie, on a besoin de recevoir des vaccins à l'étape où on est rendu dans notre vie. Qu'on soit tout petit, qu'on soit adolescent, qu'on soit adulte, qu'on soit une personne âgée. Il y a certains vaccins que la personne a besoin de recevoir à ce stade de sa vie. Puis on parle comme les vaccins chez les nourrissons, donc selon le calendrier systématique, les enfants, les bébés ont besoin d'avoir les vaccins à 2 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, puis à l'âge de 4 ans. Puis il y a des vaccins que les adolescents ont besoin de recevoir aussi. On va parler un petit peu plus tard, c'est 7e, 9e année qui ont besoin d'avoir ces vaccins-là. Puis les adultes, ben, souvent, nous autres, même comme adultes, on se dit, ben, quand je vais voyager, là, je m'en vais pour un voyage, j'ai besoin d'avoir des vaccins. On y pense dans ce temps-là, mais on a besoin d'avoir des vaccins. Le calendrier systématique pour les adultes recommande quand même des vaccins. À tous les 10 ans, comme adulte, on devrait recevoir une dose de tétanos diphtérie. On est éligible à recevoir le vaccin, ce même vaccin-là, mais avec la composante de coqueluche dedans une fois dans notre vie adulte. Donc, durant la vie adulte, on a besoin d'avoir ces vaccins-là, mais on y pense pas ou on s'informe pas. Même chose pour le vaccin contre la rougeole, l'oréon, rubéole. Les adultes qui sont nés après 1970 peuvent recevoir 2 doses gratuitement. Puis, quand on est plus âgé, ben, il y a aussi des vaccins qu'on dit que c'est bon pour les personnes âgées de recevoir, tous les âges, l'influenza, mais aussi comme le vaccin contre les infections en pneumocoque pour les personnes de 65 ans et plus. On sait que les infections en pneumocoque, ça peut causer des pneumonies, puis des infections plus graves aussi dans le sang, donc cette bactérie-là, elle peut devenir très, très grave si elle se retrouve dans le sang. Donc, puis aussi au niveau des pneumonies. Donc, les personnes âgées sont aussi recommandées d'avoir ce vaccin-là contre les infections à pneumococci. Donc, à tous les groupes d'âge, vraiment, c'est recommandé d'avoir des vaccins, puis il faut s'informer auprès de notre médecin. C'est pas seulement pour les enfants. Puis si je peux parler aussi d'autres informations qui circulent, puis qu'on se dit, ben, donner juste un vaccin à la fois parce qu'on a peur que ça surcharge le système immunitaire. Durant les visites
pour le calendrier systématique de vaccination chez les nourrissons, puis même les adultes qui reçoivent leur vaccin d'influenza et le vaccin de COVID, comme ils peuvent recevoir 2, 3, 4 vaccins en même temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça ne va pas causer plus de réactions, d'effets secondaires, ce qu'on peut dire, ou avoir une moins bonne efficacité. Ça ne va pas faire ça. Puis, on est exposé à tous les jours, en touchant les surfaces, à des millions de bactéries, des microbes que notre système immunitaire est en constant contact avec, puis est capable de prendre ça. D'espacer, les vaccins ne vont pas servir à grand-chose autre que délayer un peu la cédule vaccinale. Puis pour un enfant, puis n'importe qui, on a besoin d'avoir quand même un calendrier fixe avec des intervalles qui sont précis entre les vaccins pour que la vaccination soit efficace puis complète, puis qu'elle soit bien faite. Il faut respecter les intervalles entre les vaccins. J'aime encore là comparer à avoir une recette. Quand on fait une recette, là, puis on ne suit pas les instructions ou on ne suit pas les étapes de la recette, bien, le produit final va pas être tout à fait ce qu'on aurait osé espérer. Il va être bon quand même, mais ce sera pas optimal ou ce sera pas ce qu'on voulait avoir nécessairement. Donc, c'est un petit peu comme ça. Quand on a un calendrier vaccinal, justement, c'est la recette. C'est la recette qui est prescrite, dans le fond, pour avoir une bonne immunité, pour parvenir à une bonne immunité, pour que le corps produise les anticorps qu'ils ont besoin pour combattre la maladie ou éviter d'attraper la maladie. OK. Donc, respecter les recommandations de la santé publique, si on peut dire, c'est aussi suivre la bonne recette. Oui. Faire sûr que le gâteau lève bien. C'est ça. Donc, maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet, parce que là, on est en pleine période scolaire. Tu as aussi parlé de la vaccination périodique, la vaccination qui se fait aussi dans les écoles. Donc, on a aussi eu des éclosions là, depuis le début de l'année de différents virus, différents microbes. Là. Ça fait... Pourquoi c'est important de vacciner dans les écoles? Bien, c'est ça. Comme que tu l'as mentionné, on entend parler présentement de la coqueluche. Vacciner dans les écoles, comme tout de suite, là, on est présentement dans cette période-là où on s'enligne à aller vacciner les jeunes dans les écoles. Premièrement, on veut aller rejoindre le plus de personnes possible, de plus d'adolescents possible. Puis la meilleure façon pour la santé publique de le faire, c'est d'aller dans les écoles pour vacciner. Puis aussi, l'autre chose avec ça, c'est que dans les écoles, on sait que c'est comme n'importe quel endroit où les jeunes vont être en contact. Les adolescents puis les enfants passent beaucoup de temps ensemble. C'est des endroits fermés où il y a beaucoup de possibilités d'avoir de la transmission aussi. Donc, c'est pour ça qu'on veut aller rejoindre cette population-là. On fait la vaccination en 7e année, puis en 9e année. En 7e année, on offre le vaccin contre la diphtérie, coqueluche, tétanos. Le vaccin aussi contre le virus du papillome humain. En 9e année, on offre le vaccin contre la méningococcie, donc la méningite. Pour le diphtérie, coqueluche, tétanos, la coqueluche, les enfants qui étaient à jour avec leur vaccination, quand ils étaient tout petits, auraient reçu leur dernière dose à l'âge de 4 ans. Donc, avant l'entrée à l'école, on appelle ça la dose préscolaire. Puis, avec le temps, il y a des vaccins que tu vas avoir une immunité avec une dose. Il y en a d'autres, tu en as besoin de 2. Il y en a d'autres que tu en as besoin comme plusieurs doses pour assurer une immunité. Donc, avec le temps, l'effet du vaccin va diminuer. Donc, on a besoin de revacciner de nouveau. En 7e année, c'est l'âge où il faut que l'enfant soit vacciné à nouveau pour assurer une protection durant la période de l'adolescence, qui va l'amener jusqu'à temps qu'il ait 18 ans. Ensuite de ça, quand il sera adulte, il y aura, comme j'ai mentionné tantôt, son vaccin de tétanos diphtérie à tous les 10 ans, mais il pourra avoir une dose avec le vaccin de coqueluche dedans aussi. Pour ce qui est du VPH, pour le virus du papillome humain, ça, c'est 2 vaccins, une série de 2 vaccins avec 6 mois d'intervalle entre les deux. Le vaccin contre le virus du papillome humain, les gens disent, le virus du papillome humain, dans le fond, c'est transmis sexuellement. Pourquoi que mon enfant aurait besoin d'avoir ce vaccin-là comme il y a juste 12 ans? Mais
on veut pas oublier aussi ce que j'ai mentionné tantôt, c'est qu'on veut préparer notre corps avant d'être exposé à la maladie. Donc, on veut qu'il bâtisse des anticorps pour justement, s'il est exposé à la maladie, il va être protégé. Donc, pourquoi attendre que l'enfant soit actif sexuellement pour le vacciner quand ce que tu peux le faire avant, préparer le corps, puis quand ce sera venu le temps, il sera protégé. Puis c'est sûr qu'on protège contre le VPH, mais le VPH, ça cause des cancers aussi. Donc, cancer de la gorge, cancer du col de l'utérus, ça cause aussi cancer du pénis, cancer anal aussi. C'est quand même des cancers qui peuvent être graves et agressifs, comme n'importe quel cancer. Donc, on veut protéger cette population-là avant qu'ils soient actifs sexuellement pour prévenir, dans le fond, le cancer. OK, donc on voit vraiment cette importance-là de préparer son corps à l'avance, même si ton enfant n'est pas actif sexuellement, que c'est important de quand même le vacciner a priori. Puis il y a aussi les 9e années que je n'ai pas mentionnées. Les 9e années, on vaccine contre la méningite. Le vaccin qu'on offre en milieu scolaire protège contre 4 souches de la méningococcie, du méningocoque. Le C est dedans aussi, donc c'est comme si on donne un rappel du vaccin de 12 mois. Mais on ajoute à ça 3 autres souches de méningocoque qui affectent pour la plupart les adolescents puis les jeunes adultes. Donc, c'est pas juste faire un rappel de la souche C, mais c'est pour protéger contre 3 autres types de méningocoque. Donc, quand même, vous déployez de multiples efforts dans les écoles pour vacciner la population, en gros. Oui. Un moyen de vacciner le plus de personnes possible. Puis si je peux me permettre, comme on fait du beau travail de collaboration aussi avec les écoles, avec les districts scolaires, avec les directions d'école qui nous appuient à 100% pour vacciner. Les parents vont compléter un consentement qui se trouve à être un consentement électronique là, que l'école envoie par le biais d'un courriel. Puis là, les parents peuvent compléter ce consentement-là électroniquement, puis le soumettre à la santé publique. Puis nous, après ça, on a des dates prédéfinies où est-ce qu'on va dans les écoles, puis on vaccine pendant une partie de la journée. Puis... Donc, c'est important pour les parents de vérifier leur courriel. Vérifier leur courriel pour s'assurer qu'ils ont bien reçu leur courriel de l'école, puis si ils ne l'ont pas reçu, ben, de s'assurer de communiquer avec l'école, communiquer avec la santé publique, ou s'ils ne sont pas certains pour le statut immunitaire de leur enfant, ou que ça peut être aussi des nouveaux arrivants qui arrivent. C'est pas si nos enfants sont à jour avec la vaccination, vous pouvez contacter la santé publique, puis ça va nous faire plaisir de vous servir, puis voir qu'est-ce que votre enfant a besoin pour le protéger. Puis ceci m'amène un peu à ma dernière question, Annick. Est-ce que vous avez aperçu une réticence pour la vaccination des jeunes auprès des parents dans les dernières années? Puis pour ces parents-là qui sont réticents de vacciner leurs enfants, vers où est-ce qu'ils peuvent se diriger pour avoir des réponses aux questions? C'est sûr que la réticence, on a eu avec la pandémie, pendant la pandémie, avant, après, on a eu tellement de messages qui ont été véhiculés dans les médias sociaux, à travers la télévision, toutes les sources. C'est sûr que comme parents, on veut ce qu'il y a de mieux pour nous autres, donc on ne peut pas non plus blâmer le public de demander des questions, de vouloir avoir les réponses, de faire sûr qu'ils font la bonne décision parce que, dans le fond, on veut prendre les meilleures décisions possibles pour nous-mêmes, on veut prendre les meilleures décisions possibles pour notre enfant, on veut prendre les meilleures décisions possibles pour notre parent parce que c'est tout ce qui est mieux pour les personnes qui nous tiennent à cœur. Mais c'est sûr que le plus beau cadeau qu'une personne puisse faire pour sa santé, c'est de s'informer auprès des ressources qui sont crédibles. On parle de ça, il y a tellement de personnes qui peuvent nous aider. On parle de parler avec son médecin, parler avec son pharmacien, parler avec son pédiatre, parler avec son infirmière praticienne, parler avec son infirmière de santé publique. Parce que dans le fond, toutes nous autres, les professionnels de la santé, on a le même but, on a la santé de la population à cœur. Puis, on veut s'assurer que la meilleure information est passée
pour aussi prendre des décisions qui sont éclairées. Fait que s'il y a des questions, c'est sûr que nous autres, on est aussi, la santé publique, on est une ressource pour les gens. Super. Je pense que ça clore pas mal tout ce qui entoure la vaccination dans les écoles. Puis, si je peux me permettre aussi, Annick, je vais juste te poser une dernière question qui concerne la vaccination, mais aussi on est en pleine période grippale. Est-ce que c'est recommandé pour tout le monde de prendre le vaccin de la grippe ou une certaine tranche d'âge ou... Absolument, c'est recommandé pour tous les âges, sauf en bas des 6 mois jusqu'à 65 ans et plus. C'est recommandé pour tout le monde. Puis comme j'ai mentionné, le plus de gens qui sont vaccinés, le moins qu'on va voir l'influenza circuler aussi. Ça fait que non, c'est fortement encouragé. Puis c'est aussi, les gens ont besoin d'avoir l'information par rapport à la vaccination. J'ai oublié de mentionner la Société canadienne de pédiatrie qui offre la bonne information. Il y a immunisation.ca aussi, qui est une coalition nationale qui regroupe des professionnels de la santé, qui va apporter de l'information aux professionnels de la santé, mais aussi au grand public. Il y a aussi le gouvernement du Nouveau-Brunswick, l'Agence de santé publique du Canada. Il y a aussi le Comité consultatif national pour l'immunisation, le CCNI qu'on appelle, qui est aussi un organisme non gouvernemental qui va aussi apporter des études puis des recommandations aussi par rapport aux vaccins. Ça fait que ça, c'est toutes des sources crédibles que les gens peuvent aller voir pour avoir leur information. Puis oui, pour la grippe, c'est certain, on encourage tout le monde à se faire vacciner parce que c'est sûr que l'influenza, c'est plus qu'un petit rhume. On s'entend que le rhume va circuler, il va y avoir des rhumes qui est causé par plein de virus, mais l'influenza comme telle, on peut la différencier dans le sens qu'elle est beaucoup plus grave. Les gens sont plus malades avec ça, puis c'est sûr qu'ils sont moins en bonne santé, vont être plus malades avec l'influenza aussi, là. Mais tout le monde, même si on est en bonne santé, on peut être aussi malade, puis être affecté par ça. On a beaucoup, beaucoup de ressources à nos dispositions pour bien s'éclairer pour notre santé, pour le choix des vaccins aussi, qui est quand même assez important là, pour maintenir une bonne santé dans nos communautés. Merci beaucoup, Annick, d'être venue à la table aujourd'hui nous parler de la vaccination. Merci de m'avoir invitée.